il faut arrêter avec le bon et le mauvais cholestérol. Enfin, le problème de la pensée réductionniste, c'est qu'on tombe dans les bons, les mauvais, à diaboliser. Vous voyez les effets pervers de cette pensée? En fait, le corps humain a absolument besoin de cholestérol et d'acides gras saturés. Donc le problème, c'est pas, comment dire, le problème, c'est pas le cholestérol ou les acides gras saturés. Le problème, ça va être la quantité consommée et des aspects qualitatifs comme les rapports oméga 3 sur oméga 6, non, oméga 6 sur oméga 3. Donc en fait, c'est plus une question de qualité et de proportion. Donc le cholestérol, c'est pareil, c'est comme pour tout nutriment, si vous en consommez trop, c'est dangereux. Même des fibres, si vous consommez trop de fibres, par exemple, on recommande 30 grammes par jour, mais si vous arrivez, je ne sais pas moi, à 100 grammes ou 200 grammes par jour, vous pouvez avoir des problèmes digestifs, des irritations au niveau du tube digestif. Donc on est bien dans un paradigme à la fois de quantité consommée et de transformation. Donc les acides gras saturés, il n'y a pas de souci pour la santé. Par contre, c'est vrai que les scientifiques ont mis en évidence qu'il y a quand même un ratio saturé sur monoinsaturé et polyinsaturé quand même à respecter dans la mesure du possible. Mais vous voyez bien que dans ce ratio, on n'exclut pas les saturés, c'est ridicule. Les cholestérols, si vous avez plus de cholestérol, vous allez mourir. Donc bon. Un, deux. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous avez vu une étude ou est-ce que vous connaissez un petit peu le rôle des aliments gras? Je ne parle pas simplement des matières grasses, puisqu'on a vu que c'était inséparable. C'est pas la peine de parler de matières grasses. Il y a du gras dans plein d'aliments et voilà. On ne va pas se poser la question dans lequel. Mais du rôle justement de manger des choses grasses dans l'équilibre nerveux. Parce que j'ai connu des personnes qui faisaient baisser énormément, qui devenaient toutes maigres parce qu'elles avaient du cholestérol, on leur faisait réduire, entre guillemets, les matières grasses à un point et elles se retrouvaient avec des problèmes nerveux graves, moi je trouve. Bah oui, parce que le cerveau est fait de matière grasse. Personnellement, je bouffe du gras tant que j'en ai envie, disons. Quand j'ai envie de manger la graisse du canard ou la graisse du jambon, je le mange. Et j'ai pas un pet de cholestérol, voire il est trop bas. Mais parce que pour moi, le paradigme, c'est le degré de transfo. C'est-à-dire que si vous mangez des matières grasses peu transformées, saindoux, beurre, enfin les matières grasses un peu brutes, en quantité raisonnable, il n'y a aucun souci pour la santé. Par contre, si vous commencez à bouffer des graisses industrielles qui ont été hydrogénées, transestérifiées, oui, là, un chercheur vient de mettre le lien, une association avec les maladies cardiovasculaires. On voit bien qu'on est dans un paradigme degré de transformation et traficage par l'homme. En fait, c'est presque du bon sens. Plus on va trafiquer nos aliments, plus on va détruire leur harmonie naturelle. Moi, ça c'est moi qui le dis, hein, c'est pas scientifique, mais moi ce que je pense, c'est qu'à force d'avoir trop détruit l'harmonie naturelle des aliments, bah, l'organisme, on a détruit son harmonie naturelle en créant des maladies chroniques en fait. Alors l'équilibre nerveux, oui, le cerveau évidemment a besoin de matières grasses, puisque ça fait partie des cellules neuronales, les matières grasses, et vous savez que toutes les cellules sont entourées d'une bicouche lipidique, donc on a absolument besoin de matières grasses. Après, moi, c'est vrai que je suis pas non plus ni médecin ni diététicien. Moi, je m'intéresse vraiment plutôt aux bien portants pour qu'ils ne tombent pas malades. Donc, c'est vrai que je suis peut-être moins. Moi, le discours que je porte est quand même préventif. Après, quand les gens sont malades, sont atteints de diabète, je laisse ça aux autres. C'est pas mon métier. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je parle en tant que scientifique. Je pense avoir découvert des choses, des vérités. J'en fais part au grand public parce que je suis payé par vos impôts, voilà. C'est vrai. Donc, je vous restitue l'argent que vous avez investi en moi. Et en fait, après, voilà, s'il y a des gens qui ont des problèmes de santé, moi, mon job s'arrête là. On prévient les maladies nerveuses avec le gras. C'est une très bonne question que je me suis jamais posée, en fait. Mais probablement, de toute façon, la troisième règle d'or que j'ai élaborée, c'est manger varié. Donc on sait que si on veut avoir le ratio oméga 6 sur oméga 3 et saturé mono sur poly, plus vous allez manger varié, plus vous avez de chances de l'atteindre en fait. C'est pour ça que j'ai voulu faire des règles où on s'affranchit de la composition parce que c'est trop compliqué et puis tout le monde le soir ne peut pas avoir sa calculette, lire les étiquettes, c'est impossible de toute façon. Par contre, si on dit aux gens, bah, vous mangez peu transformé et de toute façon en diversifiant, vous allez remplir tous les besoins, bah, vous vous libérez, c'est beaucoup plus simple, vous comprenez ? Et c'est ça l'avantage de l'holisme, c'est qu'il inclut tout le reste en fait, parce qu'il est parti d'une complexité qui a déjà été appréhendée. Je voudrais avoir aussi votre avis, même si vous dites que vous ne travaillez pas par rapport aux gens qui ont commencé à être malades.
Mais voilà, nous sommes tous des biens portants à certains moments, tant mieux. Il me semble aussi que plus un aliment est transformé, polytransformé, multitransformé, plus au niveau de notre système immunitaire, il y a cette information-là qui fait que ça n'est pas reconnu au niveau du système immunitaire. Et il y a des dérèglements, voilà, il y a des études là-dessus. On est d'accord que plus l'aliment est transformé et plus le système immunitaire commence à se mettre en vrille et avec des réactions immunitaires fortes. Je vais vous donner un élément de réponse. Donc madame demande si le fait de plus on transforme les aliments, plus ça peut dérégler le système immunitaire. Alors ça va vous paraître curieux, et c'est pour ça que c'est mon projet de recherche, c'est qu'on a très peu étudié l'influence de la transformation finalement sur le potentiel santé des aliments. On a toujours raisonné en fruits et légumes, en groupe classique, en pyramide, en nutriments, en isolant les nutriments, mais on ne s'est jamais interrogé. Le concept de produit ultra transformé n'a été défini par les Brésiliens qu'en 2012. Donc il est très jeune. On a identifié ce concept-là et on l'a défini scientifiquement il y a seulement 5 ans. Et on sait très mal dire, en fait, il y a très peu d'études qui relient degré de transformation des aliments et santé chez l'homme. Très peu. D'abord, les études chez l'homme sont chères, donc elles sont rares. Mais il y en a très peu, parce que ça n'a pas été le paradigme qui a animé les chercheurs. On a plutôt fait des études en mettant plus de gras, moins de sucre. Vous voyez, on a raisonné comme ça, en fait. Donc, je pense qu'il doit y avoir très peu d'études qui relient degré de transformation et système immunitaire, puisque les premières études ne datent elles n'ont seulement que 5 ans. C'est-à-dire que les Brésiliens commencent maintenant, moi aussi j'applique la classification brésilienne. Si vous voulez, il faudrait presque maintenant refaire toutes les études avec un nouveau logiciel, qui est le degré de transformation, pour obtenir. Mais vous avez raison, ce serait certainement des recherches très intéressantes de voir comment, en augmentant le degré de transfo, ça perturbe le système immunitaire. Mais je pense qu'il n'y en a quasiment pas d'études là-dessus, honnêtement. Ah oui ? Sur la charcuterie ? Non. Non, la charcuterie traditionnelle, par les Brésiliens, est classée dans normalement transformée. Parce que vous avez des morceaux de viande dont vous connaissez l'origine, auxquels vous rajoutez peut-être un peu de gras, mais un gras qui n'est pas forcément très transformé. Alors que, par exemple, un jambon peut être normalement transformé s'il est traditionnel, parce qu'il a juste été séché, on a mis un peu de sel, je ne sais pas, je ne suis pas cuisinier. Et le même jambon industriel auquel on rajoute du lactosérum, des colorants, je ne sais quoi d'autre, il bascule dans l'ultra transformé. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, là on bascule dans l'ultra transformé. Oui, tout à fait. S'il vous plaît, est-ce que vous avez pu faire infuser vos travaux dans les états généraux de l'alimentation en cours ? Alors, je n'ai pas été invité, donc ça j'étais un peu déçu. Sur le forum participatif, je n'ai pas manqué de dire tout ce que je vous ai dit. Donc si vous allez sur le forum, vous verrez où je recommande très fortement de classer les aliments et de mettre en avant le degré de transfo, parce que c'est ça le lien avec la santé. Dans le PNNS, vous n'avez jamais le mot transformé. Pourquoi, à votre avis ? Vous avez la réponse, je vous laisse la trouver. Et donc, j'ai envoyé mon livre au ministre de l'Environnement, à la ministre de la Santé. Donc je l'ai envoyé à Nicolas Hulot, à Agnès Buzyn. Je l'ai envoyé au ministre de l'Agriculture, comment il s'appelle ? Travers. Je l'ai envoyé au président directeur général de l'INRA et au président de la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes, pour direction régionale agriculture, environnement, forêt. Donc les 3 derniers, c'est récent, donc j'ai pas eu de réponse. Par contre, Agnès Buzyn m'a répondu. Donc je lui ai mis une longue lettre en lui disant que j'étais prêt à la rencontrer pour discuter de tout ça. Son cabinet m'a répondu une lettre manuscrite, ce qui est quand même assez rare de la part d'un ministère. Il m'a carrément écrit une lettre à la main en disant qu'il avait lu la conclusion, qu'il trouvait ça très intéressant, qu'il allait le partager avec ses collègues. La chef de cabinet, excusez-moi. C'est pas ça. La chef de cabinet, Nicolas Hulot, m'a répondu aussi. Donc, bon, peut-être il répond à tout le monde et que c'est de la politesse. Enfin, toujours est-il que j'ai gardé les lettres précieusement et que je les ai quand même mis sur Facebook pour mon réseau. Donc, j'attends une réponse. Pour répondre à votre question, parce que j'ai tendance à faire des digressions, non, je n'ai pas été invité. J'aurais aimé, mais les états généraux sont aussi régionaux et ils vont avoir lieu près de Clermont-Ferrand où j'habite au mois de novembre ou d'octobre, à Veta Gros Sup. Donc, je vais y aller.
et puis on verra si je pourrais m'exprimer. Mais c'est vrai que mon souhait, c'est de toucher à la fois le grand public et aussi par en haut les décideurs. Voilà, c'est ça, pour que ça, vous avez tout compris. Mais la révolution est en marche. Non, je rigole. Je reste scientifique. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour votre présentation qui était très très intéressante. Alors, je réfléchis beaucoup à ces sujets-là, mais en tant que médecin. Et dans la démarche holistique, c'est vrai que vous avez parlé de l'aliment de dans sa façon globalité, holistique. ouais. Et moi, je pousserais au-delà, et c'est ce que vous venez de dire là à l'instant, Ouais. c'est-à-dire qu'actuellement, j'ai l'impression que le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation ne communiquent pas ensemble du tout. C'est-à-dire que les médecins font leur truc de leur côté, les chercheurs en agriculture ou en alimentation santé font leurs choses de leur côté. Et l'éducation, comme vous avez dit, effectivement, apprendre à bien manger, apprendre à connaître cet acte qui nous fait vivre, et ben effectivement, c'est très important. Et actuellement, il n'y a qu'un décideur, c'est l'industrie agroalimentaire qui décide de tout pour nous. Ouais. Et je pense que C'est ça, cette mais démarche holistique, il faut qu'elle aille au-delà de la façon dont on regarde. Parce que, enfin, ce que j'ai remarqué vraiment, c'est que moi, en tant que médecin, je vais lire les publications de l'INRA, mais on est dans les congrès médicaux, en fait, on est formé que par des labos qui vous racontent des choses. Ouais. Et il n'y a absolument aucun esprit critique. Non. Et à partir du moment où on ne va pas chercher l'information, on ne l'a pas. Et c'est vrai que moi, je trouve que votre conférence aujourd'hui et la prise de conscience citoyenne de cette démarche holistique, c'est extrêmement important. Capital. Et je pense que actuellement, les gens qui mangent, les gens qui s'alimentent, qui sont conscients du lien entre l'aliment et la santé, en fait, sont très importants dans cette démarche parce qu'ils peuvent interpeller leurs médecins pour leur dire mais allez voir ce qui se passe du côté de la recherche en alimentation. Moi, je pense qu'il y a un rôle fondamental. Je relaisse la parole, excusez-moi. Non, je vous en prie, vous avez raison. C'est vraiment. Je suis très heureux que vous disiez ça. Ce que vous décrivez, c'est le cercle, c'est le diagramme réductionniste. C'est-à-dire les gens sont là-dedans. Mais on peut même pas leur en vouloir, c'est qu'ils ont été éduqués comme ça. Colin Campbell dit, moi j'ai été éduqué dans la pensée réductionniste au service des intérêts financiers. C'est qu'on est tous dans ce paradigme. De plus, le savoir est fragmenté, toujours la pensée réductionniste, où les gens s'isolent avec leur savoir spécialisé. Et on n'a plus, et j'en parle aussi dans mon bouquin de ça, c'est-à-dire qu'on manque cruellement de gens avec une vision d'ensemble citoyenne, éthique et solide, et qui abordent les problèmes dans leur complexité avec des transversalités. Et donc, il y avait un éminent astrophysicien sri-lankais qui s'appelle Wickramasinghe, je ne sais pas si vous le connaissez, et il disait « Notre société moderne manque cruellement de chercheurs holistiques. Imaginez les maillages d'un tissu. Les maillages verticaux, c'est les réductionnistes, et les maillages horizontaux, c'est les chercheurs holistiques. » Il dit aujourd'hui, on n'a quasiment plus que des chercheurs réductionnistes, et donc on a un maillage avec des fils, mais qui sont isolés les uns des autres. Et il dit, notre époque manque cruellement de chercheurs généralistes et holistiques. Et moi, j'étais heureux parce que je ne trouvais pas ma place dans le réductionniste. Et quand j'ai vu qu'un mec disait qu'un chercheur généraliste, ça pouvait exister, ça a été un déclic. Et ça répond un peu à votre question, c'est-à-dire qu'on a besoin... À la limite, le médecin généraliste, c'est le médecin holistique, et le spécialiste, c'est le médecin réductionniste. Non, mais je fais simple, hein, c'est un peu caricatural. Mais si vous voulez, la médecine chinoise, ils ne regardent pas que l'organe, parce qu'ils considèrent que l'organe est interconnecté à tout le reste, selon la pensée holistique. Et donc, il faut regarder l'ensemble, ce qui est complètement logique. Et ce n'est pas seulement philosophique et religieux, c'est que c'est scientifique. Par exemple, il y a une étude scientifique qui a montré, pour dire que l'holisme, c'est pas juste un mec qui a des pensées philosophiques un peu le soir en rentrant chez lui, c'est que le potentiel antioxydant que vous connaissez d'un mélange de 5 molécules, quand on mesure dans le cocktail, eh bien, le potentiel antioxydant est supérieur à la somme des pouvoirs antioxydants des molécules prises isolément. Donc on voit bien qu'il y a une synergie qui s'opère et que de sortir un antioxydant et de l'administrer à forte dose, ça ne peut pas marcher. Pire, ça peut aggraver la situation. Là j'ai complètement divergé, je suis d'accord. Mais vous avez entièrement raison, il faudrait faire ces ponts.
Il faudrait que les gens travaillent ensemble. Aujourd'hui, on est face maintenant à des problèmes de plus en plus complexes, donc on a besoin